Bonjour, bonjour, Loïc Perrault, ingénieur d'études à l'agence de Nancy. Le webinaire de ce jour a pour but de présentation de nouveautés disponibles dans l'expertise métal de la version 2020 de Advanced Design. Donc je vais démarrer la présentation, j'espère que vous m'entendez bien. Les micros sont coupés, hein, simplement vous devez visualiser mon écran et entendre ma voix. Est-ce que vous pouvez juste me glisser un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien et si vous visualisez mon écran? Bon, écoutez, je n'ai pas de retour. Je vais supposer que c'est bon. Donc, je démarre la présentation. Donc, dans ce webinaire, nous allons aborder deux points. Le premier sera la gestion des appuis anti-dévers, donc pour limiter la longueur des déversements. Donc, on parle bien d'expertise métallique hein, ici. Donc, il va pouvoir se gérer sur la fibre supérieure, sur la fibre inférieure, par des appuis donc anti-dévers, articulés ou encastrés ou des appuis continus. Le deuxième point sera la vérification des cornières en section nette. Donc ça, c'est quelque chose également qui a été apporté sur la version 2020. L'idée, en fait, c'est de prendre en compte la diminution sectionnelle de la cornière liée au diamètre du trou. Et tout ça, c'est fonction du nombre de boulons. Il y a une formulation dans l'Eurocode 3, partie 1.1, qu'on n'a pas reprise parce qu'elle était un petit peu simplifiée. On a repris celle qui est dans l'Eurocode 3, partie 1.8. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, il y a bien sûr d'autres points qui figurent dans la liste des nouveautés de Advance 2020, toujours relatifs au calcul de charpente métallique, mais que je ne vais pas traiter ici. Il s'agit de la prise en compte des recommandations de la CNC2M donc concernant la génération climatique. Ça, c'est valable pour les décrochements horizontaux de façade, pour les auvents, qui ne sont plus maintenant gérés comme des prolongements de couverture, et les toitures isolées à un versant. On a différents critères d'optimisation. Avant, donc, ils regardaient dans la liste des profils disponibles par rapport à la section initiale. Et donc, ils parcouraient comme ceci la liste. Maintenant, on peut le faire par poids, par inertie, par hauteur. Alors, c'est pas très utile pour les profils HEA, IPE, etc., qui ont des inerties croissantes en fonction de leur section. Mais c'est plutôt pour les tubes ou des profils de ce genre. Des évolutions également concernant le module d'assemblage avec de nouvelles connexions. On peut citer entre autres la gestion de tubes par gousset, hein, la tâche de contreventement de tubes par gousset, ou alors les pieds de poteau réduits, donc avec des platines plus courtes que la base du poteau, pour assurer une véritable articulation. La stabilité avancée, donc ça c'est quelque chose qui a été introduit en version 2019 et qui a été étendu pour tous les profils de la gamme de profils Gretec hein, qui est disponible dans Advanced Design, donc à partir des profils d'Advanced Steel. Des nouveaux tableaux concernant la vérification de la classe de section, hein, avec quelque chose d'un peu plus détaillé pour l'âme, pour la semelle, etc. Et puis de nouveaux modes de création de parois. Bon, écoutez, là, c'est assez rapide, donc je peux même en parler un petit peu ici. Donc, en fait, si j'ouvre Advanced Design, voilà, et que je crée un nouveau projet.
Ok, donc je vais faire comme ceci quelques filaires. Hein. Je vais copier ceci de ce point à ce point, disons 2 fois. Ok. Donc précédemment, ici, pour créer la paroi de pignon, hein, il fallait le faire manuellement, hein, puisque ce n'était pas créé à partir de 2 filaires. Donc on a maintenant une fonction, si je masque la grille, qui va me permettre sur une sélection d'aller créer une paroi. Donc c'est disponible ici éventuellement par le menu contextuel, hein, paroi sur sélection. Donc ça, historiquement, c'était valable uniquement pour 2 éléments filaires, hein, collinéaires. Ici, donc, ça peut se faire sur plusieurs éléments filaires. La deuxième chose sur laquelle on a fait évoluer un petit peu l'application, c'est sur la génération des parois de long pan, par exemple, où on va pouvoir donc sélectionner un certain nombre d'éléments pour lesquels on veut définir des parois, et par une fonction d'extrusion qu'on utilisait avant juste pour créer un élément surfacique par extrusion par rapport à un élément filaire, on va pouvoir maintenant créer une paroi. Donc bien sûr, ça ne créera pas d'élément surfacique, mais ça créera une paroi. Et il suffit de désigner ici donc le vecteur translation. Et donc ici, quand je vais appliquer, effectivement, je vais avoir des parois donc à partir des éléments sélectionnés. Une autre fonction qui est peut-être également assez utile ici pour la création des parois, hein, si je prends ceci et que je le copie à 20 mètres, 25 mètres, une seule fois, hein, ça va suffire. C'est que précédemment, donc on avait une fonction qui permettait de sélectionner 2 entités filaires, collinéaires, et en faisant clic droit paroi sur sélection, bien sûr, on avait une paroi entre les 2 éléments sélectionnés. Ok, on a étendu maintenant un petit peu cette fonction ici qu'on va trouver donc sans présélectionner d'objet, hein, par paroi sur sélection. Et donc ici, on va sélectionner les objets 2 à 2. Et donc, il va nous créer une paroi comme ceci, sans avoir à rappeler la fonction entre chacun, entre les différents éléments. Voilà, donc c'était la dernière possibilité que je voulais vous montrer. Une petite chose qui est très utile, hein, au niveau des parois, c'est éventuellement de les nommer. L'intérêt, ce sera qu'à partir du moment où vous allez générer des charges, donc par exemple ici des charges permanentes, je peux donc sélectionner donc mes parois de couverture, par exemple, faire clic droit, charge sur sélection. Pardon, j'ai fait paroi sur sélection, c'est pas ce que je voulais faire. Charge sur sélection, voilà. Et au lieu de les appeler charge surfacique, je vais les appeler charge étoile. Donc l'étoile, en fait, va remplacer l'étoile par le nom de la paroi. Ce qui va permettre, comme ceci, dans ces charges permanentes, d'avoir des charges de couverture, mais également des charges de bardage. Et donc que je pourrais sélectionner par ce nom. Et également, c'est très utile lors de la génération climatique. C'est très utile lors de la génération climatique également, puisque les noms seront repris. Et donc, je pourrais isoler les charges de couverture des charges de parois verticales. Et également, bien sûr, pour la neige, mais ça a peut-être moins d'intérêt dans ce sens. Ok, donc c'était juste une petite aparté. Je ne voulais pas détailler ce point, mais voilà, ça ne prend pas très longtemps. Pour continuer, donc, je vais revenir sur la mise en place des appuis anti-dévers, qui est maintenant plus simple, hein, que dans les versions précédentes. Dans Advance 2020, les maintiens peuvent être déposés
disposés soit graphiquement, soit dans la fiche de propriété de l'élément filaire. Donc graphiquement, ça veut dire par un clic droit sur un ou plusieurs éléments sélectionnés. On aura dans le menu contextuel un bouton maintien qui nous permettra de positionner des maintiens. On verra plus tard les modes de répartition des maintiens. Et c'est une fonction qui est également disponible dans la fiche de propriété des éléments filaires en métal, dans l'onglet des versements, où la fenêtre a été améliorée, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir créer des appuis. On verra la fenêtre tout à l'heure. Donc, les maintiens peuvent être positionnés donc, sur la fibre supérieure, sur la fibre inférieure ou sur les deux semelles, hein, c'est pas les deux ailes, les deux semelles d'un élément. Et ils peuvent constituer des maintiens articulés, encastrés ou continus. Donc les maintiens au niveau de leur répartition, ils peuvent être positionnés par abscisse, hein, une liste d'abscisses, par exemple 2 espace 5, espace 7, qui va mettre, suivant le repère local de mon élément, un maintien à 2 mètres, à 5 mètres et à 7 mètres. Par ratio, si j'écris par exemple 0,25, espace 0,5, espace 0,75, il me mettra 3 maintiens, donc au premier quart, à la moitié et au troisième quart de la portée de mon élément, par point, c'est-à-dire là c'est vraiment graphiquement, c'est sur le point sélectionné. Aux intersections, là il va reconnaître les éléments qui sont connectés à cet élément et créer de façon automatique des maintiens au droit de ces autres éléments, ou par nombre, où on va simplement spécifier un nombre, 5 par exemple, et on aura 5 maintiens intermédiaires, donc en plus hein, du maintien de départ et du maintien d'arrivée. Au niveau de la symbolique de ces maintiens, ils seront matérialisés par un triangle pour les maintiens articulés, c'est ce qu'on voit ici, 2 triangles pour les maintiens encastrés, puisqu'on pourra visualiser également les maintiens hein, graphiquement, et une ligne continue pour les maintiens continus. Et ces symboles seront verts lorsqu'ils affectent la fibre supérieure de l'élément suivant son repère local, ou rouge lorsqu'ils affectent l'aile inférieure. Ok, donc si on fait une petite application simple hein, sur une poutre biarticulée, c'est une poutre de 7 mètres en IPE 400, qui est chargée par des charges permanentes hein, et des surcharges d'exploitation, qui sont uniformisées sur la longueur de la poutre. Donc, je vais ouvrir l'application Advanced Design. Elle est ouverte. Et je vais ici chercher le fichier ici que j'ai préparé donc, pour cette analyse. Donc, il s'agit d'une poutre isostatique. Hein, comme on l'a vu, on a 2 charges, une charge permanente et une charge d'exploitation uniformément répartie sur l'ensemble de la poutre, donc en plus du poids propre hein, pour la charge permanente. Donc c'est une poutre en IPE 400 qui fait 7 mètres de long. Tiens, au passage, dans l'infobulle, on a pu rajouter la longueur des éléments filaires survolés. Au niveau également, on le voit de la représentation des charges sur la version 2020. On a également des flèches hein, qui peuvent être plus ou moins densément réparties sur l'élément. Et puis, éventuellement, le rendu plein, c'est ce que j'ai affecté ici. Si je le désactive, voilà. Donc là, j'ai un peu moins de densité de flèches. Et puis, je n'ai pas marqué la représentation des charges. OK. Donc, j'ai bien sûr des combinaisons d'actions, puisque c'est sur ces combinaisons d'actions que seront affectés les calculs d'expertise, que ce soit béton, métal ou bois. Hein, sans combinaison, il n'y aura pas de vérification. Donc ici, c'est une poutre sur 2 appuis avec, par défaut, on le visualise ici. Hein, on a un bouton spécifique ici qui permet pour les éléments filaires d'aller mettre en symbole les maintiens. Donc on visualise qu'on a un appui articulé sur la fibre supérieure au début et à la fin de l'élément, un maintien je dirais, et puis un maintien articulé sur la semelle inférieure. Donc comme je vous ai dit, la position des maintiens peut s'effectuer soit graphiquement, donc simplement en sélectionnant l'élément
Et dans le menu contextuel, ici, on va trouver maintien et donc on va pouvoir créer des appuis articulés sur la sélection, des appuis encastrés, des appuis continus. Donc ici, par exemple, si je fais appui articulé, je vais retrouver les différents modes de répartition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si je fais ici par nombre, par exemple, il va me demander de préciser la position. Est-ce qu'il s'agit d'un maintien de l'aile supérieure, de l'aile inférieure ou des deux ailes? Donc les raccourcis ici sont en anglais. B pour both, par exemple, ça veut dire les deux ailes. Upper load, donc la fibre supérieure. Ici, je le veux sur la fibre supérieure, donc je vais répondre U. Et il va me demander de spécifier le nombre de maintiens. Je vais lui dire 3. OK, là, graphiquement, donc je visualise mes 3 maintiens sur la fibre supérieure. Donc, ce que j'ai fait ici, donc 3 maintiens articulés. Ce que j'ai fait ici, graphiquement, si je supprime mes maintiens ici, je le retrouve bien sûr dans la fiche de propriété de mon élément. Dans l'onglet des versements, ici, je vais avoir donc cette nouvelle fenêtre de présentation du déversement dont je vous parlais tout à l'heure, qui va me permettre donc de faire une détection automatique des maintiens par la reconnaissance, je dirais, d'intersection avec d'autres éléments. Mais je peux également ajouter des maintiens par nombre, par abscisse, par ratio. Donc si je veux faire la même chose, ici je dis par nombre, je dis 3. Ce sont des maintiens articulés sur l'aile supérieure. Et je fais définir et je visualise ici effectivement mes différents maintiens. Une petite chose sur les méthodes de calcul. Donc ici, je n'ai pas affecté de coefficient de réduction F, c'est-à-dire que je vais exprimer qui est le T plutôt que qui est le T mode. Et j'applique les charges sur la fibre supérieure, ce qui affecte la valeur du moment critique de déversement par l'intermédiaire du coefficient C2. OK. Donc, ceci étant fait, je vais effectuer un calcul RDM suivi d'un calcul métal. OK. Et donc ici, donc, je peux visualiser les moments sous la combinaison 135G plus 105Q. Donc ça, c'est bien sûr purement RDM. Je peux visualiser le moment critique. Donc le moment critique qui était ici exprimé en kilonewton-mètre. Et donc qui sera valable pour les différents points de maintien. On peut voir, tiens, entre parenthèses, si je le faisais peut-être une copie de ceci vers le bas, disons à moins 5 mètres par exemple. Alors vers le bas, ce sera plutôt en Z. OK, si je supprime les maintiens ici, voilà, donc ici j'ai vraiment des maintiens donc, aux extrémités de mes éléments. OK, donc au niveau du moment critique, effectivement, ça va affecter le moment critique, puisque j'ai ici un moment critique beaucoup plus élevé que celui que je pouvais avoir ici. Au niveau du coefficient de déversement, qui est le T, effectivement, on n'aura pas de déversement dans ce cas-ci, alors qu'on a un coefficient de déversement de 0,34 sur ce filaire qui n'a pas de maintien. Et sur bien sûr, ça va affecter le taux de travail en conséquence, puisque cet élément sans maintien de l'aile supérieure ne passe pas, alors qu'ici, j'ai un taux de travail de, disons, à la grosse 53%. 53%, c'est ça. Par ailleurs, on visualise que les maintiens ont affecté le maillage, puisqu'il va créer des nœuds sous les maintiens. Si je me remets ici en mode de visualisation 3D, et je visualise qu'au niveau de mes maintiens, j'ai effectivement des nœuds qui sont venus se positionner. OK, donc qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Écoutez, oui, juste bien sûr, le maintien n'affecte que l'aile comprimée, c'est-à-dire qu'ici, quand bien même je viendrai disposer d'un maintien en partie inférieure, donc je vais le faire, tiens, par point.
Donc sur l'aile inférieure cette fois-ci, donc c'est L. Je vais cliquer sur ce point-là. Je ne crois pas qu'il soit venu se positionner. Je vais recommencer. Maintien articulé par nombre sur l'aile inférieure. Je vais en mettre 1. OK. Là, bien sûr, ça n'affectera pas le calcul puisque cet élément est, cette aile est tendue. Donc cet appui anti-dévers sur l'aile inférieure n'affecte pas ici le taux de travail qui reste à 140%. Ok, donc ici effectivement les valeurs de C1 et C2 sont calculées en extrémités des barres ou entre les barres maintenues, entre les points maintenus, entre les points de maintien. Donc ici, dans le cas où on n'a pas de maintien de l'aile supérieure, on aura une valeur C1 classique de 1,13, une valeur C2 donc, qui joue lorsqu'on a une prise en compte de l'excentrement des efforts de 0,45, donc un coefficient de déversement de 0,34, un taux de travail de 140%, alors que dans l'autre cas, les valeurs de C1 et C2 qui sont calculées par rapport aux appuis maintenus, donc au maintien de l'aile supérieure, au premier quart, moitié et des troisième quarts de l'élément, donc vont jouer sur les valeurs de C1, C2, sur le taux de travail, sur le moment critique, etc. Oui, une petite chose également à ajouter, c'est que cette configuration n'est pas analogue à celle-ci, puisque quand bien même j'aurais supprimé les maintiens donc, qui me créent par défaut aux extrémités des barres, il calcule les valeurs de C1 et C2 au maximum sur la longueur de la barre. Donc ici, il ne va pas regarder la courbe de moment sur l'intégralité des deux barres, mais sur chacune des deux barres pour évaluer les valeurs de C1 et C2. Ok, donc ça c'était pour les maintiens. Oui, autre chose relative aux maintiens, c'est qu'ils peuvent être définis sur une sélection, ça on en a déjà parlé, et par contre ils peuvent être également pris en compte dans les rôles d'expertise. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que précédemment on savait déjà mettre des appuis, même si c'était plutôt défini par abscisse, etc. Mais on ne pouvait pas l'affecter à un rôle. Aujourd'hui, donc, on peut dans un rôle utiliser les fonctions que je vous ai montrées ici pour le calcul des longueurs de déversement. Ok, deuxième point, ou plutôt troisième, après les parois et les maintiens, c'est le calcul des cornières en section nette. Alors, une cornière, c'est un élément qui va travailler typiquement en traction pure, c'est-à-dire qu'en compression, elle ne va pas résister sous l'effet du flambement lié à la compression de la barre. Donc, on ne prend en compte que l'effort normal de traction de l'élément, ce qui suppose effectivement de faire un calcul non linéaire. Ceci dit, précédemment, donc on savait faire cette opération. Ce qui manquait, c'était le calcul de l'effort normal résistant de la cornière, tenant compte de la réduction du trou du boulon. Donc, il y a quelque chose dans l'Eurocode 3 partie 1.1 qui dit que on applique simplement cette formulation, quel que soit le nombre de boulons, etc. Comme c'est une formule un petit peu simpliste, on a préféré implémenter la vérification du paragraphe 3.10.3 de l'Eurocode 3 partie 1.8, où il y a trois formulations de l'effort normal résistant de la cornière, fonction du nombre de boulons, un boulon, deux boulons, trois boulons ou plus, donc qui va affecter effectivement cet effort normal résistant. Donc c'est ce qu'on a fait ici au niveau de la version 20.20, pardon. Donc, bien sûr, ça présuppose de faire un calcul non linéaire pour n'avoir que de la traction dans ces éléments. J'ai fait un petit cas tout simple ici, un portique avec une poutre qui est biarticulée et des appuis articulés, ce qui fait que le contremontement n'est assuré que par ces cornières. J'ai fait apparaître ici les relaxations. On voit également une petite évolution par rapport aux versions précédentes où il indiquait RX, RY, RZ. Ici, il écrit RXYZ, tout simplement.
Et également au niveau de la représentation graphique, on a des représentations simplifiées ou des représentations détaillées des modes de liaison. Les représentations détaillées vont permettre pas seulement de visualiser qu'il y a une relaxation sur la barre, mais quelle est cette relaxation en fonction du symbole de fin de barre. Ok, donc j'ai une charge de vent de 20 kN ici que j'ai appliquée en tête de ce portique, enfin qui n'est pas un portique, hein, qui est une croix de contreventement. Et donc on peut mesurer un effort de traction de 42,43 kN dans la cornière tendue. C'est-à-dire qu'ici l'effort, il ne va pas comprimer cette barre-là, hein, il va passer dans cette barre-là qui va travailler comme un buton pour aller revenir ici sur ce pied-là par la traction de cette barre. On a quelque chose de spécifique ici au niveau des hypothèses métalliques pour la vérification des cornières, hein, qui va permettre par un réglage ici, hein, il y a des pré-réglages qui sont mis en place, hein, de définir des conditions de pince, etc. Ce qui va permettre donc de faire le calcul de la valeur de β2 qui est utile pour le coefficient NURD, enfin pour la valeur de l'effort normal résistant à la traction de la cornière. Ok, donc pour cette cornière, on pourra afficher, enfin activer ici, dans les vérifications métal, une vérification de cornière, hein, par le bouton actif. Alors ça marche uniquement pour l'instant sur les cornières simples, hein, pas sur les doubles cornières. On peut écrire L50 par 50 par 5 ou CE505, hein, les vérifications sont faites pour ces deux éléments. Ça marche également pour les cornières à L inégale, mais ça ne marchera pas pour les doubles cornières actuellement. On va donc dans le cas de cornière dissymétrique dire si on place les boulons sur la petite ou sur la grande aile, hein, sur une cornière à L égale, a priori ça n'affectera pas le calcul. On a ici le paramétrage du diamètre du trou, non, du diamètre du boulon et du diamètre du trou. Hein, donc par ce petit bouton, on va pouvoir ici visualiser que par défaut, fonction de la largeur de la cornière, de la grande aile ici de la cornière, il va appliquer un certain diamètre. Donc ça c'est en automatique et sinon on peut le spécifier. Et c'est pareil au niveau du diamètre du trou. Ici pour un diamètre de boulon inférieur à 16 mm, eh bien, le diamètre du trou fera 1 mm de plus que le diamètre du boulon. Ok, donc on a ici un boulon de diamètre 14, ou plutôt deux boulons, hein, puisqu'ici on a fait le calcul sur deux boulons, et un trou de diamètre 15 mm. Ok, donc et à partir de là, il va appliquer la formulation donc, de l'Eurocode 3 partie 1.8. C'est l'équation 3.12 qui va ici gérer la formulation pour deux boulons. Et il va savoir vous donner une fiche pour laquelle vous aurez donc l'effort normal de traction, le diamètre du boulon, le diamètre du trou, le nombre de boulons. Donc ça, c'est une donnée d'utilisateur. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas vérifié. Il n'y a pas de détermination automatique du nombre de boulons. Hein, c'est en fonction du diamètre de boulon, du nombre de boulons mis en place. On aura le calcul de l'air net, de la section nette, l'effort normal résistant, et enfin le taux de travail, hein, en comparant cette valeur à celle-ci. Donc si je fais effectivement l'application sur un exemple, donc sur cet exemple, hein, voilà, donc ici on a la modélisation, hein, donc j'ai mes sections brutes, mes sections nettes, enfin j'ai créé deux systèmes ici. Hein. En fait ici on aura le calcul en section brute et ici le calcul en section nette. Donc comment ça s'est opéré, hein, enfin, simplement ici je n'ai pas activé le bouton relatif à la vérification des sections nettes des cornières. Hein. Il s'agit de cornières, hein. Ce sont des cornières à L égale de 50 par 50 par 5, donc que j'ai mis en tirant, ce qui présuppose un calcul non linéaire que j'ai effectué
à la combinaison 1,35G plus 1,5N, plus 1,5 vent, pardon. Donc ici, calcul en section brute et ici, calcul en section nette. Hein. Donc ici, section brute, section nette, hein, c'est simplement un rappel ici de la remarque que j'ai pu écrire sur l'élément. Et dans les options d'affichage, j'ai fait apparaître la remarque sur les éléments sélectionnés. Ok, donc ici, effectivement, calcul en section brute et ici, calcul en section nette. Donc, dans la fiche de propriété pour le calcul en section nette, ici, bien sûr, j'ai activé la surface nette. Ici, on a la fenêtre dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ici, donc, s'agissant d'une corner de 50, il va prendre des boulons de 14. Et s'agissant de boulons de 14, il va avoir un diamètre du trou de 15 mm. OK. Et puis ici, on a le nombre de boulons. OK. Donc, à l'issue du calcul, je vais donc avoir éventuellement les efforts normaux sur les différents éléments de contreventement ici. Donc, sur la combinaison 102, c'est-à-dire 1,35G plus 105 vent, où je retrouve effectivement les 42,43 kN dont je parlais précédemment. Et après le calcul en expertise métal, hein, donc pour lequel on a pu régler, comme je le précisais précédemment, ici, la disposition, enfin les conditions de pince des boulons, et bien sûr le nombre de boulons pour cette cornière. Donc ici, à l'issue du calcul, on va pouvoir regarder, alors c'est en résistance, hein, c'est pas en stabilité. Le taux de travail est fixe, donc le taux de travail d'effort normal des différentes barres. On voit que cette barre-là travaille à 38%, donc ça c'est fait sur le calcul en section brute de l'élément. Et cette cornière-là, pour laquelle j'ai activé le calcul en section nette, travaille à 79%. Et au niveau donc de la fiche, on ne va pas regarder comme classiquement la fiche de profilé, même si effectivement je verrai qu'ici j'ai une résistance de la section à 79%, alors que la stabilité reste à 38%, hein, donc c'est bien sur la résistance des sections que ceci est pris en compte. Il va y avoir une fiche spécifique, donc que je vais retrouver au niveau du générateur de notes, qui s'appelle la vérification à l'attraction des cornières. Donc c'est un tableau que l'on retrouve dans l'analyse métal, résultat, vérification de la cornière à l'attraction. Effectivement, si je génère ce tableau, on va retrouver donc le coefficient de sécurité, OK, les différents paramètres de pince, le type de section, le cas pour lequel il a effectué le calcul, hein, donc pour la combinaison qui donnait le maximum de traction dans la barre, l'effort normal de traction, donc ça c'est pour la partie RDM. Ensuite, au niveau de l'expertise métier, on a pu donner donc un diamètre du trou, non, un diamètre du boulon, un diamètre du trou et un nombre de boulons. Il va faire le calcul en section nette. Donc le calcul en section nette, il est fonction de l'équation que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. J'ai fait ici le calcul graphiquement, le calcul manuel de Annette. Hein. Donc on retrouve effectivement les 4,05 cm. Et pour la valeur de bêta 2, donc ici la valeur de bêta 2, elle est donnée dans le tableau 3.8 de l'Eurocode 3 partie 1.8. Et donc, elle sera égale à 0,5 si l'anthrax des boulons est inférieur à 2,5 fois le diamètre des zéros, c'est du boulon. Ici, la même chose, hein. C'est du trou, pardon. Et donc ici, on est entre ces deux valeurs, donc on fait une interpolation et puis on en déduit effectivement un taux de travail. Voilà, bien écoutez, je crois que ça conclut la présentation de ce que je voulais vous montrer.
On se retrouvera ultérieurement pour d'autres webinars et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.